Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour édition spéciale. Nous sommes en direct sur Al 24 News. La Libye, on en parle ce soir, ce pays qui depuis plusieurs décennies, plus d'une décennie, peine à s'extirper du chaos. En cause, les profondes divisions entre protagonistes du conflit qui ne font que s'accentuer. Le fossé s'est davantage creusé en mars dernier lorsque le pays s'est à nouveau retrouvé avec deux gouvernements rivaux. D'un côté, l'exécutif de Fethi Bachara, l'ancien ministre de l'Intérieur, approuvé par le Parlement. De l'autre, siégeant dans l'est du pays. De l'autre côté, le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah à Tripoli qui refuse toujours de céder le pouvoir. Une équation libyenne complexe à résoudre. Pourtant, la communauté internationale continue d'y croire. Selon elle, seule la tenue d'élections reste donc la seule et unique issue à ce conflit libyen. Pour en parler, nos invités ce soir, Mohamed Sibachir est avec nous. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes analyste, spécialiste de la Libye et depuis Genève vient de nous rejoindre monsieur Riyad Sidawi. Bonsoir monsieur Sidawi, vous êtes politologue, directeur du Centre arabe des études politiques et sociales. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors pour commencer, le Conseil de sécurité de l'ONU avait tenu cette semaine, mardi, une réunion à huis clos sur la Libye. Au-delà des divergences entre les protagonistes à l'intérieur de la Libye, les pays membres du Conseil de sécurité peinent également à s'entendre sur le dossier, Monsieur Sidawi. C'est une évidence, parce que ce qui s'est passé en Libye depuis 2011, c'est très complexe. J'aimerais bien un petit rappel historique. Oui. Ce qui s'est passé en Libye le 17 février 2011, pour nous les politologues, ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution. Pourquoi? Le maximum qu'on peut dire, c'est une guerre civile avec une intervention de l'OTAN illégale, qui n'est pas légitime, dans une guerre civile et qui ont soutenu, aidé les camps perdants contre les vainqueurs, qui sont les partisans de Muammar Kadhafi. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire, guerre civile et intervention étrangère. Et pourquoi je dis qu'il n'est pas légal? Parce que la résolution de 1973 ne stipule pas le changement d'un régime de l'extérieur, parce que c'est interdit selon la charte de l'ONU. Mais l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne et une phrase très vague de la protection des civils libyens. Alors l'OTAN a à la fois, il a cassé le gouvernement et le régime et surtout l'État libyen. L'État libyen, et ce qui nous intéresse plus, c'est l'État. Ce n'est pas le gouvernement. Les gouvernements peuvent tomber, aucun problème. La même chose pour les régimes. Mais l'État. Qu'est-ce que ça veut dire casser l'État? Nous savons bien, comme le disait Max Weber, l'État a le monopole de la violence légitime. C'est uniquement l'État qui a le monopole de la violence légitime. Ça veut dire un État, c'est tout d'abord, sa colonne vertébrale, c'est l'armée nationale, des services secrets, police nationale. Tout ça a été cassé depuis 2011 par l'OTAN d'une manière illégale. D'où on peut parler aujourd'hui, on ne peut parler aujourd'hui que d'une crise d'ordre structurel. Oui. Ce n'est pas une crise d'ordre conjoncturel. La Tunisie a connu des crises, l'Égypte a connu des crises politiques, mais d'ordre conjoncturel. Ça veut dire l'État était intact, que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie ou en Égypte. Mais en Libye, ils ont cassé l'État. Alors Monsieur Sidawi, justement, vous parlez d'une profonde destruction de l'État libyen qui est à l'origine de cette crise qui perdure depuis 2011. On parle justement de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU où les pays membres ne parviennent toujours pas à s'entendre sur ce dossier. À quoi l'attribuez-vous ? Évidemment, parce qu'il y a une division. Il y a le camp russe, soutenu par la Chine, et les Russes aujourd'hui sont présents, surtout à l'Est libyen, et il y a le camp des États membres de l'OTAN. À leur tête, les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne. Oui. Qui jouissent du droit de veto. Évidemment, donc, il y a une divergence entre ces deux camps. Les Russes ne voient pas la solution comme les voient
les membres de l'OTAN, mais qui ont aussi le droit de veto. Évidemment, la guerre froide d'aujourd'hui est déclarée officiellement, pas uniquement en Ukraine, mais aussi en Libye. Aussi en Libye, les Russes soutiennent l'armée nationale libyenne à l'Est. L'OTAN a envoyé leur agent dans le monde arabe et musulman qui est l'armée turque. L'armée turque qui intervient, que ce soit en Syrie ou en Libye, pour le solde de l'OTAN. Ce n'est pas pour soutenir ni des démocraties, ni des libertés d'expression. Donc c'est simple. Qu'est-ce qu'il veut l'OTAN de la Libye? Pendant ce qui a été appelé une révolution, moi je dirais guerre civile libyenne, Jean Daniel, il est décédé, Jean Daniel, à l'époque, le directeur de Nouvel Observateur, dans une interview à une chaîne de télévision française, disait, en fait, la Libye se compose de trois États. Cet État libyen n'existait pas historiquement. Il se compose de trois États, la Cyrénaïque à l'ouest, la Tripolitaine la Cyrénaïque à l'est, la Tripolitaine à l'ouest et le Fezzan au sud. Oui. Et certes, c'est vrai, avant 1953, la Libye se compose de trois provinces, Fezzan dirigée par l'administration coloniale française et le reste par les Anglais. Donc, ce qu'on a compris des centres de recherche et de l'intention de l'OTAN, c'est la partition de la Libye. Donc, plusieurs chaînes de télévision et dans tous les médias, je répète et je souligne, attention à la partition de la Libye. Et ils y ont parvenu, Riyad Sidawi. Je me retourne vers vous, Monsieur Sibachir. Donc, Monsieur Riyad Sidawi vient de soulever quand même de profondes divisions au sein du Conseil de sécurité autour du dossier libyen. Il y a plusieurs questions qui demeurent en suspens actuellement, notamment la nomination d'un nouvel émissaire au moment où la mission onusienne en Libye doit expirer fin avril. En arrière-plan de la nomination de ce nouvel émissaire onusien, il y a les enjeux à part de M. Sidawi, notamment les deux projets en place. Il y a un projet de la partition de la Libye, il y a un projet qui voudrait garder l'État national avec une autorité centrale de Tripoli. Il y a entre les deux projets, il y a les enjeux énergétiques, les enjeux de la reconstruction de la Libye. Tous les trois projets sont en train de créer la complexité de la situation en Libye et avec tous les ingrédients en place, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la désentente entre les membres permanents du Conseil de sécurité pour cet émissaire onusien et sur ce qui se passe en Libye, tous ces ingrédients-là permettent de dire que on est en train de revenir à la case départ de 2014, à la case départ de l'instabilité structurelle. Le mot est très bien choisi et bien utilisé parce que le conjoncturel ne sied plus à la crise libyenne. Ce que nous vivons maintenant, c'est la déconstruction de l'État libyen, la partition est à l'horizon et ça ne dénote pas d'un horizon, bien sûr, bienheureux ou d'une désescalade possible pour la crise libyenne. Donc cela nous amène à dire qu'il y a donc une intervention étrangère, c'est un nouveau conflit entre puissances qui se joue en Libye, Monsieur Riyad Sidawi. Évidemment, si on regarde bien la carte libyenne, si vous pouvez montrer la carte libyenne, il faut toujours lire les cartes. Qu'est-ce qui se passe au plan militaire? On voit bien la partition de la Libye, la ligne Sirte-Jafra. La ligne Sirte-Jafra partage la Libye entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Et c'est ça, les provinces historiques avant l'unification de la Libye. Aussi le Fezzan, le sud avec Tabou, c'est quasi autonome. Donc, les Américains qui dirigent l'OTAN, ce ne sont pas les Français qui dirigent l'OTAN, rappelons-le, ce sont les Américains qui sont les maîtres de l'OTAN. Afin de concrétiser le plan de la partition de la Libye, ils n'ont pas soutenu l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. Au contraire, ils l'ont opposé en envoyant les forces turques. La Turquie est un membre central de l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas unir le pays d'une manière militaire, ni Basmark, ni autre. La même chose pour Tripoli, soutenue par les forces militaires turques, quand ils ont voulu aller jusqu'à Benghazi, les Américains ont dit non, stop.
vous avez une ligne à respecter, c'est la ligne Sirte-Jofra. Donc, au plan militaire, rien n'est changé. La Libye est partagée en 3 régions. Ça, c'est quasi officiel. On voit bien ça sur la carte. Oui. L'OTAN ne veut pas l'unification de la Libye. On a bien compris ça. Évidemment, il y a les interventions étrangères. On voit bien que la Turquie ou le Qatar soutiennent Tripoli, mais avec le feu vert américain, évidemment. On voit bien que la Russie et l'Égypte et les Émirats soutiennent l'Est, dirigé par le maréchal Khalifa Haftar. C'est toujours le cas, Monsieur Riyad Sidawi. Donc, ces puissances continuent de soutenir l'Est, même dans le contexte actuel. Il y a une nouvelle donne, c'est l'apparition de Fathi Bashar. Oui, voilà. Il vient de Misrata, il est soutenu par les troupes et les forces de Misrata, qui sont les maîtres de Tripoli, mais avec d'autres milices. Et c'est pour la première fois depuis la crise libyenne que l'Est et une partie de l'Ouest sont d'accord de soutenir Fathi Bashar. Mais Al-Hamid Biba ne veut pas céder. Il a dit mon gouvernement a été composé d'une façon légitime après les accords de Genève. Donc, je ne donne pas le pouvoir à Fathi Bashar. Fathi Bashar a été élu par le Parlement libyen et soutenu évidemment par l'Est et une grande partie de l'Ouest. C'est ça la nouvelle donne. Donc, autour de la personnalité de Fathi Bashar, pour la première fois, on trouve des forces de l'Est et des forces de l'Ouest. Oui. Bon, ce qui caractérise militairement la Libye, c'est que l'Est a plus de chances parce que l'Est a une seule armée, qui est l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. À l'Ouest, il y a plusieurs milices à leur tête, les milices évidemment de Misrata. Rappelons-le aussi, Al-Hamid Biba, il vient de Misrata comme Fathi Bashar, mais la majorité des forces militaires de Misrata apparemment soutiennent Fathi Bashar, et c'est pour cette raison Al-Hamid Biba a cherché un soutien à l'ouest, notamment de Zintan. Alors Zintan étaient aussi les ennemis de Misrata. Oui. Rappelons-le ce qui s'est passé autour de l'aéroport international de Tripoli. Pendant 24 heures, les milices de Zintan et les milices à l'époque de Fajr Libye dirigées par les forces de Misrata, ils ont détruit plus que 20 appareils sur place des Boeing et des Airbus, des Boeing et des Airbus libyens. Donc le conflit militaire se poursuit. On va justement s'intéresser à cette nouvelle donne, Monsieur Sibachir, à ces enjeux politiques qui se jouent actuellement à l'intérieur même de la Libye. Donc il y a cette bipolarité politique qui s'est installée avec 2 gouvernements parallèles. Le gouvernement de Fathi Bashar qui essaye de rejoindre Tripoli en vain, et Abdelhamid Dbeiba qui donc propose un plan de sortie de crise, celui donc d'organiser des élections en Libye. Pourquoi, à votre avis, on n'arrive pas à réconcilier ces 2 camps ? Ces 2 camps sont dans un antagonisme récurrent, oui. Structurel. D'ailleurs, il y a même une nouvelle donne, pas uniquement à l'intérieur de la Libye, en quelque sorte le revirement de Fathi Bashar. Derrière ce revirement, il y a le nouveau rôle joué par la Turquie. La Turquie, à travers sa crise financière, oui. Elle a repris voie avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, et en Méditerranée orientale et au niveau de l'OTAN, la Turquie se repositionne, se replace pour jouer un nouvel rôle. Ce nouveau rôle ne s'y est pas à la crise libyenne, et c'est pour ça que les acteurs libyens sont en train de jouer ce jeu de revirement grâce à de nouvelles alliances, et on voit ça à travers la nouvelle alliance entre Bashar, qui n'est pas naturelle d'ailleurs, entre Bashar, l'ex-ministre de l'Intérieur, oui. et Haftar. Et en même temps et en parallèle, on a même vu la semaine passée des pourparlers secrets se dérouler à Paris entre Dbeiba et le fils de Haftar, comme si ce jeu de revirement et des alliances en Libye est en train de replacer la Libye au même point où l'on était en 2014,
comme si rien ne s'est passé de 2014 à 2021 et on a même à l'horizon une escalade qui pourrait même aller vers un retour aux armes. Ben justement, j'aimerais savoir, Monsieur Riyad Sidawi, selon vous, avec cette impasse politique inextricable, est-ce que ça peut dégénérer? Je pense que la guerre civile pourrait reprendre à n'importe quel moment, puisque, comme je l'ai dit, au plan militaire, rien n'est changé. Il y a le comité 5 plus 5 militaires de l'Est avec 5 militaires de l'Ouest, mais aussi l'ONU a averti, le secrétariat de l'ONU, ce n'est pas le Conseil de sécurité, a averti qu'il y a plus de 20 000 mercenaires et soldats étrangers. Soldats étrangers, on veut désigner les Turcs, qui n'ont pas quitté les territoires libyens. Alors les accords de Genève demandent aux forces étrangères de quitter le territoire libyen, les mercenaires et les soldats. Personne n'a quitté. Au contraire, les protagonistes s'arment et cherchent des alliances étrangères avec les ingérences étrangères, évidemment. On a cité la Turquie, le Qatar en faveur de Tripoli et l'Égypte et les Émirats arabes unis en faveur de l'Est de l'armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar. Et ce qui m'inquiète beaucoup, évidemment, pour moi, c'est le plan original. Le plan, dès le départ, c'est la partition de la Libye est toujours en place. Pourquoi? Parce que rien, et je répète et je souligne, rien n'est changé au plan militaire. La partition de la Libye, la ligne Sirte-Jafra partage la Libye entre les deux camps, l'Est et l'Ouest. Et le Tabou au Sud, ils sont plus autonomes. Alors, le grand enjeu en Libye, évidemment, c'est le pétrole. Le pétrole... Mais justement, Monsieur Riyad Sidawi, on va y revenir sur les conséquences de cette impasse politique sur les conséquences économiques de cette crise politique. Mais d'abord, moi, j'aimerais m'intéresser à ce plan proposé par le gouvernement d'union nationale pour organiser des élections. Est-il tenable, à votre avis, Monsieur Sibachir, dans le contexte actuel? Bon, dans le contexte actuel et au vu de ce qui se passe ces jours-ci en Libye, le jeu de ces revirements et de ces nouvelles alliances, rien ne peut présager d'un plan qui pourrait réamorcer la dynamique électorale. C'est le problème qui se pose toujours en Libye. Pour réamorcer un projet politique, il y a d'abord derrière cela, il y a le besoin, la nécessité de réunir une entente entre les alliances extérieures à la Libye. Ces alliances extérieures à la Libye sont dans la logique de la partition des enjeux pétroliers énergétiques, beaucoup plus que la dynamique électorale. Et c'est pour ça que la multiplicité des réunions ne découle pas, ne va pas résulter vers l'organisation de nouvelles élections ou l'amorce d'une entente politique. Monsieur Riyad Sidawi, vous partagez cet avis? Il faut d'abord parvenir à une union avant d'envisager des élections en Libye? Absolument, c'est ce que j'ai dit depuis 2011, parce que c'était l'idée américaine toujours. La démocratie, ce sont les élections, les urnes. Et voilà, la conseillère américaine, d'ailleurs, partage cet avis. Elle veut absolument, coûte que coûte, organiser des élections. Et on veut un régime parlementaire. Ce qui a déclenché la guerre civile libyenne, en fait, ce sont les élections de juin 2014. On oublie ce qui s'est passé en juin 2014. Il y a eu des élections législatives. Les perdants, souvent, sont à Tripoli. Disons clairement, sont les frères musulmans et les islamistes de Abd-Hakim al-Haj. Ils ont perdu les élections, donc ils n'ont pas reconnu le nouveau Parlement. D'où l'éclatement de deux parlements. Un Parlement à Tripoli, l'ancien, et le nouveau Parlement à Tobruk. Donc on a eu deux parlements, donc on a eu deux gouvernement, un à l'Est, un à l'Ouest. Tout ça, c'est causé par quoi? Par les élections de juin 2014. À mon avis, si ces élections vont tenir lieu,
elles vont aggraver la situation libyenne. Elles vont aggraver dans le sens où la partition de la Libye va être un fait accompli. Les Américains vont dire, voilà, vous n'avez pas réussi, donc maintenant c'est la Confédération libyenne, on va faire 3 élections dans chaque province. Et le pire et le plus dangereux, ici à Genève, quand il y a eu environ 75 délégués libyens, ils sont venus selon les régions. Pourtant, cette nouvelle crise, Monsieur Riyad Sidawi, cette nouvelle crise a commencé à germer juste après le report des élections qui étaient prévues initialement en décembre dernier. Mais les élections ne vont pas avoir lieu. Si elles vont avoir lieu, elles vont aggraver, comme je vous ai dit, la guerre civile. Oui. Est-ce que le pays est prête à des élections démocratiques? Est-ce que ce sera un système présidentiel ou un système parlementaire? On a eu l'expérience amère des élections de juin 2014, comme je dis, qui ont engendré la guerre civile, qui ont aggravé la situation. Je répète et je souligne, la Libye a besoin d'une conférence nationale. Peut-être les tribus doivent participer avec une forte présence parce que les tribus sont plus crédibles au sein de la société libyenne. On va y revenir durant ce débat, tout au long de ce débat, Monsieur Riyad Sidawi. Donc, j'aimerais m'intéresser cette fois-ci, si vous voulez, aux conséquences économiques de cette crise politique actuellement en Libye. La compagnie pétrolière la NOC a annoncé cette semaine, lundi, l'arrêt des opérations sur 2 sites pétroliers majeurs, le terminal de Zoueitina et à Sharara. On a l'impression qu'à chaque bataille politique, on actionne le levier pétrolier, Monsieur Sibachir. D'autant plus qu'on vit maintenant un projet européen de se libérer de la dépendance envers le gaz russe. Et il se trouve que la Libye regorge de ses ressources. À travers cela, les 3 projets en place, la partition de la Libye, les enjeux énergétiques et la volonté d'aller vers une dynamique électorale se superposent et créent justement cette impasse et les répercussions économiques sont sur le terrain. Il y a une inflation terrible en Libye, il y a un besoin urgent pour que la Libye regorge davantage de ressources pour se préparer à la crise alimentaire qui se profile. Tous les États sont en train de se préparer. Il y aura une crise de blé dans quelques mois. Si vous voulez, elle a voulu sanctionner la Russie à travers une telle décision, Monsieur Sibachir? Certainement que à travers la Russie était en quelque sorte un acteur qui pouvait vendre une solution politique avec sa puissance, oui, et notamment son pouvoir de veto au niveau du Conseil de sécurité. Mais au vu de ce qui se passe maintenant en Libye, il y a un horizon qui ne sied pas vers une désescalade, mais plutôt vers ce qui s'est passé en 2014 et peut-être bien même l'amorce d'une nouvelle attaque sur Tripoli que préparerait le Haftar avec les nouvelles armes qui viennent alimenter les différents belligérants de la crise libyenne. Monsieur Riyad Sidawi, sur ce point, la NOC pourtant tente à chaque fois de préserver la neutralité du secteur pétrolier en maintenant à l'écart des conflits politiques. Le pétrole, c'est l'enjeu principal en fait en Libye. C'est l'enjeu principal de la destruction de l'État libyen en 2011 par l'OTAN. Aussi, si on regarde la carte du pétrole, il est où le pétrole? Le pétrole existe évidemment à l'est, donc sous la domination de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, et au sud, à Fezzan, à l'ouest, il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole à l'ouest. Oui. Et ce qui a poussé Fayez Sarraj à l'époque de démissionner, de donner le pouvoir à Hamid Biba, c'est qu'il y a eu des manifestations à Tripoli, des salariés qui veulent leur salaire parce que le budget de pétrole ne va plus à Tripoli, hein, puisque les champs de pétrole sont sous la domination de Khalifa Haftar. Ils ont fermé les vannes carrément.
La Libye, d'habitude, exporte plus que 1 300 000 barils par jour. À certains moments donnés, la Libye n'exporte pas plus que 130 000 barils par jour, donc a perdu presque 90% de ses exportations. Et nous savons bien que l'économie libyenne ne peut pas exister sans pétrole et sans gaz. Tous les protagonistes libyens ont été obligés de trouver une solution afin de réexploiter le pétrole et l'exportation des pétroles. Évidemment, l'Ouest ne veut pas une confédération ou la partition de la Libye parce qu'il ne va pas avoir du pétrole sur son sol. La richesse, c'est à l'Est ou au Sud, à Fezen. Et ça, c'est un grand enjeu. Évidemment, l'enjeu de l'OTAN et des pays de l'OTAN, la France, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, voire même la Turquie, c'est le pétrole et la reconstruction de la Libye. Parce que l'OTAN, en 2011, a frappé et a cassé des infrastructures. Pourquoi? C'était le même modèle que l'Irak en 1991 ou 2003. Pourquoi? Pour avoir des contrats de reconstruction de la Libye. Peut-être, je dirais peut-être, la donne va changer. L'Occident aujourd'hui a besoin du pétrole, a besoin du gaz après la crise ukrainienne. Peut-être les Américains qui tirent les ficelles derrière les rideaux, qui sont fort présents en Libye, mais pas visiblement, derrière d'autres puissances comme la puissance régionale de la Turquie. Peut-être les Américains, ils veulent trouver aujourd'hui une solution pacifique et définitive pour la Libye afin que la Libye retourne au marché d'exportation de pétrole et de gaz en pleine force et participe à faire diminuer les prix du pétrole. Justement, vous avez parlé du soutien des États-Unis à trouver justement une issue à ce conflit. Là, on en parle, Monsieur Sibachir, de ce, on va dire, de la position américaine dans le conflit libyen actuellement. Comment peut-on le qualifier? Depuis 2011, le rôle américain est ambigu. Il y a une ambivalence de le rôle pour bien qualifier le rôle américain. Les États-Unis ont laissé le champ libre à la France et à l'Angleterre pour organiser l'intervention qui s'est déroulée en 2011, dont a résulté la disparition du régime libyen. Tout ce qui s'est passé en Libye vient de cette ambivalence, de ce jeu trouble des États-Unis qui tantôt jouait sur une solution politique, mais derrière cette solution politique, elle avait quelques acteurs sur le terrain, les Émirats, l'Égypte et son principal allié dans l'OTAN, la France, qui jouaient un jeu d'escalade beaucoup plus que de pourvoyeur d'une solution pacifique ou politique en Libye. En lisant bien ce rôle américain, on arrive bien à qualifier ce jeu d'ambivalent et de trouble, d'autant plus que les émissaires américains jusqu'à présent n'ont pas tenté d'aller vers la solution politique, mais beaucoup plus vers l'organisation de réunions, une fois en Égypte, une fois à Berlin et quelquefois au niveau de l'ONU, mais sans horizon de la pacification de la Libye ou du moins rendre la dynamique électorale possible. De cela découle ce rôle incompris des États-Unis. À travers ce que vous venez de dire, on revient un petit peu sur le choix de l'émissaire donc onusien pour la Libye. On l'a vu, l'Afrique veut un émissaire africain pour la Libye. Est-ce que cela va apporter un plus ou un changement, un revirement dans le dossier libyen, à votre avis? J'aimerais avoir votre avis, Monsieur Sibachir, et celui de Riyad Sidawi également. Bon, les relations internationales ne sont pas un jeu de diplomatie, mais sont plutôt un jeu de puissance. L'Afrique de puissance pour pouvoir mettre tout son poids sur le dossier libyen. L'Afrique, jusqu'à présent, n'a pas joué un rôle primordial dans la crise libyenne. La crise libyenne, depuis 2011,
est un intérêt onusien d'une part, européen, de l'OTAN, de la France, de l'Émirat, de l'Égypte, de la Turquie. L'Afrique ne peut pas amorcer un rôle pacificateur de la situation en Libye, mais plutôt le voisinage de la Libye, oui. L'Égypte ou l'Algérie, le Maghreb, qui pourrait donner un certain intérêt à la dynamique électorale et à l'amorce d'une solution politique, d'autant plus que les voisins de la Libye ont un intérêt à la stabilité de la Libye d'une part et à un rôle davantage plus important à jouer aux côtés de leurs alliés. L'Algérie pourrait jouer avec la Turquie pour le rôle de Tripoli et l'Égypte pourrait amorcer un rôle au niveau de la France et les Émirats. Et les deux rôles, égyptiens et algériens, sont primordiaux pour aller vers une solution de la stabilité de la Libye. Monsieur Riyad Sidawi, sur ce point, un émissaire onusien venant d'Afrique, est-ce qu'il pourrait avoir une valeur ajoutée dans le dossier? Le rôle de l'Afrique, justement. De préférence qu'il soit maghrébin, évidemment. Oui. Tunisien ou algérien. Pourquoi tunisien ou algérien? Vous privilégiez donc le rôle, justement, vous voulez promouvoir le rôle des pays voisins dans le dossier. Un Algérien ou un Tunisien, je n'ai pas dit un Égyptien parce que l'Égypte est impliquée dans le conflit. L'Égypte soutient l'Est, on voit bien ça. Mais l'Algérie ou la Tunisie ont une position neutre vis-à-vis des protagonistes et encourage les Libyens à trouver une solution totalement libyenne, sans ingérence étrangère. Évidemment, la sécurité en Libye fait partie de la sécurité en Tunisie, fait partie de la sécurité en Algérie. Mais aussi un émissaire africain, c'est beaucoup mieux qu'un émissaire occidental et surtout américain. Mais moi, je souligne aussi que la position américaine est toujours ambiguë. Rappelons-le aussi, Barack Obama, avant de quitter la Maison Blanche, dans une célèbre interview avec Atlantic Review, il disait que je regrette l'intervention militaire américaine en Libye. Je n'aurais pas dû écouter Nicolas Sarkozy qui cherche sa gloire personnelle. Il a bien critiqué Nicolas Sarkozy. Et aussi David Cameron, le chef du gouvernement à l'époque, le chef du gouvernement de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, je dois souligner aussi ce qu'a déclaré Alain Chouet, ex-patron de la DGSE française, ça veut dire les services secrets français. Il a dit, nous, les Français, le monde arabe ne nous prend pas au sérieux, parce qu'on trahit toujours, parce qu'on prend garde dans le dos. Comment la France et Nicolas Sarkozy accueillent chaleureusement Kadhafi, une visite d'État, il lui installe sa tente dans le jardin de l'Élysée, et puis on le bombarde. La même chose, on invite Bachar al-Assad, on lui donne une médaille, la première médaille de la France, donc, on complote contre lui. On n'est pas sérieux, on ne prend pas comme des amis fidèles où on peut compter sur eux. Ça, c'est une autocritique française. Je parle pas de n'importe qui, d'Alain Chouet, qui est ex-patron, ex-directeur de Donc les Occidentaux ont échoué. C'est un échec, on va dire, implacable de l'Occident en Libye. Justement, j'aimerais rester sur le rôle des pays voisins. L'Algérie propose justement d'organiser une conférence internationale sur la Libye. Est-ce qu'on pense que l'Algérie peut apporter quelque chose au dossier libyen actuellement ? Bien sûr que l'Algérie peut justement discuter avec tous les courants libyens. Justement, parce que l'Algérie a une politique faite de trois alternatives proposées aux protagonistes libyens. La première alternative, c'est que l'Algérie est neutre et n'a jamais été aux côtés ni de l'Est ni de l'Ouest libyen. La deuxième alternative, c'est que le projet de la partition de la Libye est un projet refusé du voisinage maghrébin parce qu'il va ouvrir les projets de partition dans le Maghreb, comme ça a été le cas dans l'Orient. La troisième alternative, c'est que la dynamique électorale est celle qui prévaut et celle qui soit primordiale pour l'avenir de la Libye. Mohamed Sibachir, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste spécialiste
spécialiste de la Libye. Je vais remercier également Monsieur Riyad Sidawi pour sa contribution. Riyad Sidawi qui intervenait avec nous depuis Genève. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News.